Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai le Koyamaru. Donc c'est un film que Jean-Michel Alberola a réalisé. Il va nous dire la date exacte, mais enfin c'est au début du 21e siècle. Au début du 21e siècle, Jean-Michel Alberola connaissait déjà cet endroit du Japon. Donc c'est un film qui se passe au Japon, qui a pris beaucoup de temps et qui joue sur les saisons. Donc vous allez voir les 4 saisons de paysans d'un endroit très reculé du Japon, et que Jean-Michel connaissait parce qu'il avait été... Jean-Michel Alberola est un peintre qui aime le cinéma. Alors on ne sait pas si c'est un cinéaste qui aime la peinture ou un peintre qui aime le cinéma. Je pense que c'est les deux en même temps. C'est une caractéristique de son rapport au monde. Je pense que c'est une forme d'égalité, il va nous en parler d'ailleurs. En tout cas, c'est un endroit au Japon qui est très reculé et qui est très lié aux saisons. C'est un climat très rude et c'est une manière de filmer, je pense, et d'aborder la question de la... Alors, je ne pourrais pas dire de la paysannerie, parce que c'est peut-être un peu compliqué, d'un groupe en tout cas de paysans. Je pense que c'est ce qui plairait le plus à Jean-Michel. La paysannerie, finalement la paysannerie. Voilà. Et c'est un film donc en noir et blanc, ce qui est assez singulier aujourd'hui peut-être. Mais Jean-Michel Alberola pense que la couleur, la relation entre la couleur et le noir et blanc, c'est pas du tout dans l'ordre qu'on croit. Pour Jean-Michel Alberola, il va s'en expliquer sans doute. Le noir et blanc vient après la couleur. Je crois que c'est ce que tu dis, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, historiquement, la couleur vient après le noir et blanc, mais tu as renversé un petit peu la problématique de cette histoire de noir et blanc et de couleur. Mais bon, je te donne la parole immédiatement. Non, c'est pas. Je pense à ce que disait Philippe Garel hier, c'est-à-dire que le cinéma commence par le noir et blanc. Donc, moi, il y a cette histoire c'est-à-dire, c'est comme si je signalais le lieu d'où je viens, quoi. Donc, le lieu d'où je viens, c'est le noir et blanc du cinéma. Comme lorsque je fais de la photo, le lieu de la photographie, c'est le noir et blanc aussi de la photographie. Donc, voilà, je suis parti de ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense que le noir et blanc nous permet de nous approcher plus du réel, paradoxalement, contrairement à ce que les gens pensent, que la couleur. Pour moi, un film en noir et blanc est plus proche de la réalité que la couleur. Voilà. Ouais. C'est une aberration, mais enfin, c'est comme ça. Ouais, c'est une phrase que tu avais dite un petit peu, mais qui était peut-être une provocation, hein, disant que... Mais en tout cas, c'est un endroit que tu connaissais parce que tu avais fait une exposition donc en 2007, et tu avais fait même en 2003 peut-être, parce que le film est de 2007 donc, hein, c'est ça que nous allons voir, et qui s'appelait Little Utopian Life. Hein. House. La maison des petites utopies. Voilà. Et donc c'est un lieu que tu connaissais du Japon, et c'est là où tu as rencontré ce groupe de paysans donc, qui t'a donné l'idée de faire un film. Alors pourquoi un film? C'est peut-être la première question, parce qu'au fond, tu as commencé ta vie, tu as fait des films dans les années 80, autour de figures très importantes comme le peintre Édouard Manet, comme l'écrivain Pierre Loti. Ce sont des films donc, du début des années 80. Ensuite, tu as fait de la peinture, tu étais plutôt connu comme peintre, aussi dessinateur, homme d'édition, de livres. C'était pas simplement peintre avec des pinceaux, mais enfin bon, une activité, on pourrait dire apparemment éloignée du cinéma, mais tu as toujours eu un œil sur le cinéma. C'est toujours quelque chose qui te guidait. Et je crois que c'est pas un hasard. Donc si tu es arrivé finalement à produire ce film, à faire ce film, à réaliser ce film. Et c'est un film, moi je ne pourrais pas dire que c'est un film de peintre.
c'est vraiment un film de cinéaste, parce que c'est des catégories un peu ennuyeuses, cette idée d'un peintre qui fait du cinéma. Je crois que tu vas un petit peu au-delà de ces débats entre un artiste peintre qui fait du cinéma. Je crois que le cinéma, c'est quelque chose qui est très important depuis le début, je crois, y compris dans ta peinture. Voilà, je voudrais te présenter de cette manière un peu sommaire. Donc l'histoire exacte, donc ça fait à peu près 14 ans que je voudrais faire un film politique qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire. Donc j'ai cherché comme ça des financements à droite, à gauche, puis j'en ai pas trouvé. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film avant celui-là, quoi, avant de faire le discours de la servitude volontaire. Mais comme le discours de la servitude volontaire est un film politique, quand j'ai rencontré les paysans qui vivent dans une région absolument déshéritée, qui a d'énormes problèmes qui sont dus à la mondialisation et à l'organisation du commerce mondial, je me suis dit, bon, ben, je vais reprendre cette idée politique en filmant les paysans, puisque les paysans, je les ai rencontrés en 2003. En 2007, lors d'une conversation avec le directeur de la Triennale où j'ai construit cette maison, là, dans les montagnes, donc c'est vraiment au nord-ouest de Tokyo, complètement perdu. Quand j'ai découvert ce groupe de 6 personnes, il y a 6 personnes, il y a 6 Japonais, puis il y a un couple de musiciens bulgares qui est installé là, comme ça, on ne sait pas. On va le voir au début du film. Donc je me suis dit, je vais continuer à parler de politique en faisant ce film. Mais c'est venu vraiment d'une conversation avec donc Fram Kitagawa, qui s'occupe de la Triennale. Donc il m'a dit, et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je sais pas, je vais peut-être faire un film. Mais dès l'instant où j'ai prononcé la phrase, il fallait que je fasse le film, quoi. Parce que c'est comme quand je dis, tiens, maintenant je vais faire un tableau, il faut que je le fasse, quoi. Donc là, je me suis retrouvé tout d'un coup avec des problèmes énormes. Donc, je suis parti d'abord avec une 16 mm. Je me suis dit, je vais commencer à filmer. Je voulais faire le film tout seul. C'est complètement fou, ça. Donc j'ai commencé à filmer, puis ça marchait pas. Puis après, j'ai rencontré quelqu'un, un étudiant à l'école des Beaux-Arts qui avait fait des études de cinéma, mais d'un point de vue technique. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi. Et on a fait le film à 2, quoi. C'est-à-dire, on partait tous les mois et demi. On partait, on restait 2-3 jours parce qu'on ne pouvait pas rester plus parce que ça perturbait les paysans. On ne voulait pas perturber leur vie par rapport aux cultures, etc. Et puis on revenait en France, et puis on repartait encore 1 mois et demi après. Donc on est allé, je ne sais pas, à peu près une trentaine ou quarantaine de fois. Le tournage a duré 3 ans et demi à peu près. Le premier montage a été fait pendant la capture du deuxième film. Et donc j'ai acheté une Steinbeck et puis on a monté ça tout doucement comme ça. La première partie on a monté ça à 2, la deuxième partie j'ai monté ça tout seul. Mais disons que la question, puis après je termine, mais la question principale, c'est que lorsque je suis arrivé avec la caméra dans l'espace dans lequel vivaient ces paysans, je me suis dit comment est-ce que je vais arriver à contenir tout cet espace, parce qu'ils sont complètement perdus dans les montagnes, il y a le ciel, les montagnes, les rivières, etc., etc. Donc finalement, il fallait que j'ai un problème. Il fallait que j'ai un problème à résoudre qui me dépasse complètement. Et finalement, le problème qui m'a dépassé, c'est le problème de l'espace, quoi. Alors, donc c'est pour ça que le premier film, il y a une distance continuelle entre les paysans et moi, parce que d'une part, ils sont paysans, ils sont âgés, ils sont japonais, moi je suis plus jeune qu'eux, je suis occidental, etc. Et donc j'ai essayé de maintenir tout le long du film cette sorte d'impossibilité de les approcher complètement, quoi. Et le deuxième, pendant qu'on montait le premier, le deuxième, tout d'un coup, les paysans, c'est eux, c'est pas moi qui ai décidé de m'approcher d'eux. C'est les paysans qui ont dit, ben maintenant, vous pouvez venir dans nos maisons, quoi. Et là, le deuxième film parle de ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, le premier film permet l'approche
du deuxième film. Voilà. Ensuite, et c'est lié aux saisons en plus, hein, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que si on filme un lieu comment on dit, terrien, un lieu terrien, on est obligé de considérer les 4 saisons, parce que c'est quand même un des endroits où il neige le plus au monde, c'est-à-dire entre 4 mètres et 7 mètres de neige, donc il y a un problème. Ensuite, on s'aperçoit que la neige, comme elle reste très longtemps sur la terre, elle va irriguer la terre qui va permettre la qualité exceptionnelle du riz. Puis ensuite, il y a les travaux et saisons, quoi. Enfin, je fais comme les peintres du Moyen-Âge qui racontent, comme Jean Fouquet ou je sais pas quoi, qui racontent la vie des saisons, quoi. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un paysan, quand vous lui demandez l'heure, il met à peu près 2 minutes pour vous dire l'heure. Donc il y a une distance aussi qui se passe dans sa façon de parler. Et le film s'est fait comme ça. Donc il y a très peu d'heures de rush. Je sais pas, il doit y avoir à peu près 6 heures de rush pour 3 heures de film, 6-7 heures de rush. Ensuite, j'ai tourné ça avec 4 caméras, donc une Super 8, une 16, une Super 16, et puis 5 caméras, une toute petite vidéo, puis une plus grosse. Parce que quand on filme en pellicule, on a 6 minutes ou 10 minutes, quoi. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il y a une sorte de risque permanent comme ça. Et donc le film se fait autour de ça. Alors après, pour le montage, comme il y avait des plans qui étaient ou sous-exposés ou je sais pas quoi, donc j'ai tout gardé, tout gardé. Donc en même temps, on peut dire que ce film, c'est un documentaire sur le tournage du film aussi. Voilà, donc bon, la boucle est bouclée, c'est bon. Pour parler du temps, excuse-moi de te relancer. Tu parles toujours pour ce film du rapport au temps. Donc, tu cites quelque chose pas dans le film, mais de Walter Benjamin qui disait que les communards, quand on tirait sur les horloges pour arrêter le temps, et il y a c'est quelque chose qui t'a... Cette action des communards, donc la Commune de Paris en 1870, l'idée d'arrêter le temps, c'est-à-dire tirer sur les horloges, c'est quelque chose qui t'a beaucoup, impressionné. Il y a les communards, puis il y a les gens de la guerre civile espagnole aussi qui tiraient sur les horloges. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que le problème aujourd'hui par rapport au capitalisme triomphant, etc., on voit bien que le problème, c'est comment garder le temps qui est en nous, quoi. Comment garder le temps qui est nécessaire à la fabrication d'une œuvre, à la pensée, à l'amour, à tout ça, etc. Et donc on voit bien que tout ce qui se passe, disons, profondément comme ça dans les sociétés, c'est la suppression de la pensée du temps. Et si on supprime la pensée du temps, on supprime l'imaginaire, on supprime tout, quoi. Donc c'est pour ça que le film s'est fait. De toute façon, mais les tableaux, je les fais comme ça aussi. Je mets beaucoup de temps parce que parce que ça prend du temps, tout ça. Faire un film, faire une peinture, écrire un bouquin, ça prend du temps. Et donc ce temps, si on le respecte pas, on va faire une culture jetable, quoi. Donc voilà, on va dire que c'est un film qui résiste de par sa fabrication même à cette idée d'annulation. En gros, c'est ça, quoi. C'est à peu près, quoi. Très vite. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci.